Bonsoir les amis, bienvenue. On va donc tenir notre deuxième conférence organisée par l'association Chrétien de Troyes. J'avais déjà eu un mot introductif pour expliquer la dernière fois ce que nous faisions, donc je ne vais pas le répéter là. Merci en tout cas à vous d'être venus. Je suis content qu'on soit un peu plus nombreux, que petit à petit ça avance et qu'on puisse de nouveau découvrir de nouveaux visages, rassembler des personnes qui veulent faire avancer la cause et pousser humblement les choses dans le bon sens. Ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un nom qui a quand même fait un certain nombre d'années et un certain nombre de choses dans les rangs du patriotisme français, Romain Bessonnet, que je vais donc laisser présenter sa conférence, qui va nous permettre donc à nouveau de réfléchir et de garder une hauteur de vue sur ce qui se passe au-delà du brouhaha de l'actualité, sur, en l'occurrence, le sujet de ce soir, Vladimir Poutine donc, et la restructuration de l'État russe. Romain, merci. S'il te plaît. Merci Sébastien. Alors ouais, quand on a décidé du choix du thème de la conférence, on ne voulait pas trouver un truc qui serait trop dans l'actualité, qui deviendrait assez vite daté. Et en plus, vous allez le voir, cette conférence est assez raccord avec les problématiques françaises, parce que nous sommes en France, donc nous commémorons le référendum du 29 mai 2005, donc, où la formule de l'évangile « que ton oui soit oui, que ton non soit non » n'a pas été respectée. Eh bien, et donc c'est la blessure de légitimité du régime actuel en France que nous connaissons maintenant depuis 20 ans. La Russie a une histoire assez parallèle, a connu le même processus, mais 14 ans avant la France. À savoir qu'en mars 1991, il y a eu un référendum qui a été organisé à l'échelle de l'Union soviétique, et que ce référendum, qui avait pour question « Souhaitez-vous que l'Union soviétique soit maintenue sous forme d'une fédération de républiques souveraines ?» a reçu un oui massif, 77%. En Russie même, on était à 78% à peu près, et en Ukraine, on était à 72%. 6 mois plus tard, le résultat de ce référendum a été pris par les élites, par les chefs tribaux de l'Union soviétique. Ils ont pris ce vote, ils l'ont mis à la poubelle, et ils ont décidé de dépecer l'Union soviétique en 15 républiques souveraines indépendantes. Et vous avez ici le début de la crise politique qui a des répercussions encore aujourd'hui dans l'espace post-soviétique en général et en Russie en particulier. Le peuple russe a très très mal vécu le fait qu'on ait pris leur vote, qu'on l'ait mis à la poubelle, et qu'on leur a dit vous vouliez maintenir un État unifié entre nos 15 républiques, nous on a décidé le contraire parce que nous sommes meilleurs que vous et nous savons mieux ce qui est mieux pour vous que vous-même. Donc ça c'est donc un premier étage d'analyse qu'on peut avoir sur la restructuration de l'État russe par Vladimir Poutine. Elle a des racines dans ce traumatisme-là. Deuxième traumatisme qui est la conséquence du premier, c'est que en 1980, donc je vous l'ai dit, 25 décembre 1991, donc contre l'avis de la population, on décide de liquider l'Union soviétique. Alors, pour les anticommunistes qui seraient là, je voudrais leur rappeler que l'Union soviétique n'est déjà plus communiste depuis 1990, étant donné que le rôle dirigeant du parti a été aboli dans la constitution soviétique, et que les élections de 1990 au Soviet suprême ont été pluripartites.
Mais les gens voulaient maintenir un État unifié et ne pensaient pas, par exemple, concevable qu'il y ait des frontières entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, sujet d'actualité, ou entre la Russie et la Biélorussie, ou la Russie et le Kazakhstan. Donc, on va avoir une deuxième étape, qui va être la crise constitutionnelle de l'automne 1993. Alors, pour la faire court, l'Union soviétique est liquidée le 25 décembre 1991. De 1991 à 1993, on va mettre en place une politique qui s'appelle la thérapie de choc. Donc, cette thérapie de choc, elle va avoir plusieurs étapes. Les principales, c'est la libéralisation des prix au 1er janvier 1992, qui va amener une hyperinflation, un appauvrissement généralisé de la population, et puis derrière, à partir du mois de juillet 1992, les privatisations généralisées de toutes les grandes entreprises russes et un appauvrissement général de la population. Sachant qu'à l'époque, je pourrais vous renvoyer à un petit ouvrage qui a été fait à l'époque par certains libéraux bien en cours en France et aux États-Unis qui s'appelait « Faut-il aider les Russes ?» Et la conclusion était non, parce que si on ne les humilie pas, ils ne passeront pas au capitalisme. Donc, ce cataclysme économique et social va s'accompagner, donc va se transformer en crise politique, étant donné que le Parlement de la Russie, qui avait été élu donc en 1990, alors que l'URSS existait encore, eh bien, va être en désaccord avec cette politique. Et donc on va avoir un président, Boris Eltsine, libéral convaincu, qui d'ailleurs dira dans une interview sur ABC en 1992 que la corruption et le banditisme, finalement, c'est un mal nécessaire parce que c'est le prix à payer pour passer du socialisme à l'économie de marché. Et en face, donc, vous avez le Parlement, donc le Soviet suprême, qui décide de mettre veto sur veto au projet de loi du président Yeltsin. Alors cette situation, elle va se résoudre de la façon suivante, c'est que Boris Yeltsin va, après moult péripéties, décider contre la norme constitutionnelle de la Constitution de 1979, qui régissait encore la Russie à cette époque-là, de dissoudre le Parlement. En réponse, le Soviet suprême va démettre Boris Eltsine de ses fonctions, comme il en avait le droit, et nommer le vice-président, qui était le général Alexandre Routskoï, comme président. Et Boris Eltsine décide de ne pas quitter son poste, proclame l'état d'urgence dans la ville de Moscou, envoie les chars de la division Taman et la division Dzerzhinsky, et fait 230 morts, en faisant tirer au canon sur le Parlement, sous les hurrahs des gouvernements occidentaux. Donc, deuxième traumatisme politique. Le fait que quand les Occidentaux, ça les arrange, tirer sur le peuple, finalement, c'est pas un problème. Et donc, vous avez troisième traumatisme, ça va être donc Boris Eltsine se maintient à son poste, et on va, dans la foulée, faire approuver par référendum, donc dans ces conditions. Dans ces conditions, le pouvoir de Boris Eltsine va agir à chaud et faire approuver une nouvelle constitution, la constitution donc je ne me rappelle plus, ça doit être le 10 décembre 1993 de mémoire. Donc cette nouvelle constitution qui a été rédigée par Anatoly Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, qui était en fait l'ancien professeur de droit institutionnel de Vladimir Poutine, c'est comme ça qu'on appelle le droit administratif en Russie, et qui était son patron à l'époque, étant donné qu'il était maire de Saint-Pétersbourg et Poutine était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. Et cette constitution, Cocorico, elle est largement copiée sur la constitution française.
même s'il y a des choses un peu, mais dans les grandes lignes, elle a été largement inspirée. Et d'ailleurs, quand un observateur occidental vous dit Poutine, dictateur, etc., la constitution qui a été appliquée par Vladimir Poutine jusqu'en 2020 était cette constitution de 93 sans aucune modification. C'est-à-dire que la constitution qui était bonne sous Boris Eltsine est devenue mauvaise sous Vladimir Poutine. Et donc, la crise politique russe va s'amplifier à cette époque-là. Il faut savoir que toutes les élections à la Douma ont donné les libéraux en minorité. C'est-à-dire que les libéraux, même avec le président de leur côté, même avec les postes de gouverneur nommés par Boris Eltsine, eh ben, les libéraux n'ont jamais réussi à gagner une élection, contrairement à ce qu'on vous dit. Les élections à la Douma ont été toutes perdues par le camp libéral. De 1993 à aujourd'hui. Et donc, d'ailleurs, avec le premier parti de Russie en 1993, par exemple, enfin en 93-94, lors des premières élections à la Douma, le premier parti de Russie est le Parti libéral-démocrate de M. Zhirinovsky, ultranationaliste. Ouais, en brevet de libéralisme pro-occidental, on a vu mieux. Et le deuxième parti était le Parti communiste. Voilà, donc, et après, aux élections suivantes, ça va switcher. Et donc, vous avez cette sorte de chose que vous avez en fait une politique libérale appliquée par le président, qui a en face de lui un Parlement qui n'est pas du tout convaincu par cette politique-là, bien au contraire. Et on va utiliser l'équivalent du 49.3 quasiment toutes les semaines en Russie à l'époque. C'est-à-dire, on met des projets de loi, vous n'êtes pas content, vous avez qu'à faire tomber le gouvernement, et on ne fait pas tomber le gouvernement, donc les projets de loi passent comme ça. Deuxième chose, à cette époque-là encore, pour bien comprendre le contexte politique de cette époque-là, on a un effondrement complet de l'État central. C'est-à-dire que, bon, déjà, l'État central, il a la tête de son président, c'est-à-dire, pour ceux qui se rappellent de Boris Eltsine à cette époque-là, il avait des maladies de cœur et qui étaient dues à une consommation de certains liquides assez particuliers. Et les gouverneurs vont prendre de plus en plus de pouvoir à cette époque-là. C'est-à-dire que les gouverneurs, en fait, vont, par exemple, mettre la main sur la police, qui est une juridiction de l'État fédéral en Russie. Les gouverneurs vont mettre la main sur les services fiscaux, juridiction fédérale. Les gouverneurs vont prendre la main sur les systèmes de privatisation, alors que les entreprises d'État sont de juridiction fédérale. Et bien ça, en fait, ça va amener à une sorte de déliquescence progressive de l'État russe, au point où phénomène accélérateur, au point où certains sujets de la fédération, comme on les appelle, c'est-à-dire entités de la fédération de Russie, vont décider de prendre leur indépendance de façon unilatérale. C'est le cas de la Tchétchénie. Ça va se terminer en une guerre atroce de 1994 à 1996. Et une quasi-indépendance pour la République du Tatarstan, par exemple, alors qu'elle ira jamais, va aller jusqu'à l'extrême limite et puis va s'arrêter avant que la ligne rouge soit franchie. Mais ils vont faire du chantage au gouvernement central pour obtenir un régime dérogatoire. Et donc, arrivent deux événements qui vont faire sauter cet édifice très fragile déjà, comme on le voit. Cet État russe qui va aller en fait jusqu'au bord du précipice. Vous avez deux événements qui vont vraiment marquer une rupture et faire imaginer
que cet État russe peut exploser. Le premier, c'est le défaut de l'État fédéral russe sur sa dette, donc en août 1998. Il faut savoir que pour financer la guerre de Tchétchénie, elle a été financée entièrement à crédit. Les grands oligarques russes ont souscrit à la dette d'État, qui se faisait rembourser en prenant le contrôle gratuitement d'entreprises publiques, notamment du secteur pétrolier, ce qui empêchait de rembourser la dette. Et donc, l'État russe s'endettait de plus en plus et est rentré dans une spirale d'endettement, et à un moment, l'État russe n'avait plus d'actifs pour payer sa dette. Et donc, la pyramide s'est effondrée en août 1998, où le Premier ministre de l'époque, Sergueï Kirienko, a annoncé le défaut de la Russie sur sa dette. Donc ça a mis le système financier russe par terre. Ça a mis l'économie russe, qui était déjà assez moribonde, mais qui avait commencé à se retaper entre 1995 et 1997. Là, ça l'a mise complètement à terre. On a eu, par exemple, le taux de pauvreté a été multiplié par 2 en un an. Hein, le taux de pauvreté officiel est passé de 20 à 40% de la population. Et donc, ça, c'est un premier choc. Et le deuxième choc va être un choc extérieur. Ça va être l'entrée en guerre de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, donc Serbie plus Monténégro à l'époque. Donc campagne de bombardement de 90 jours pendant 3 mois. Et alors que la Serbie, c'est l'allié historique de la Russie, hein, d'ailleurs, c'est l'un de ses seuls alliés fidèles historiquement avec la France. Bon, la France, ces dernières années, c'est plus trop ça, mais historiquement, voilà, il y a deux alliés qui ont jusqu'à présent jamais fait défaut aux Russes en cas de coup dur, c'était nous et les Serbes. Et ben, les Serbes, donc l'OTAN, France incluse, bombarde la Serbie, viole toutes les normes du droit international possible sous les hurrahs de la presse occidentale. Hein. Voilà, guerre d'agression, première guerre d'agression. On va violer l'espace aérien de l'Autriche qui avait déclaré sa neutralité, on va violer leur espace aérien 37 fois. On va bien sûr bombarder la maternité de Belgrade, les installations électriques, les raffineries, voilà. Et tout cela d'ailleurs ayant été considéré par le tribunal pénal international comme n'étant pas des crimes de guerre. Donc, voilà. Et ça a été un choc pour la Russie parce que jusqu'à présent, la population russe pensait que le bien était du côté des Occidentaux. Et en fait ils ont vu, non, ils ne sont pas mieux que nous. Il y a eu 2 sentiments. Il y a eu un, ils ne sont pas aussi bons qu'on croyait. Et deuxième choc, c'est en fait, ils en veulent aux Slaves, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et donc, après les Serbes, notre tour viendra. Et donc, avec ces 2 événements-là, on va avoir la rupture qui va donner l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, donc avec un double slogan. Le premier, il faut que la Russie soit respectée à l'intérieur et mettre de l'ordre à l'intérieur. Alors, donc, la politique extérieure, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais le rétablissement de l'ordre à l'intérieur, par contre, là, on est sur ce sujet-là. Vladimir Poutine dira aussi à cette époque-là, on lui demande, mais quel est votre idéal ? Il dit, mon idéal, c'est de créer un État efficace. Et donc, on va, dans l'entourage de Vladimir Poutine, son conseiller principal, qui s'appelle Vladislav Surkov, va élaborer un concept qui s'appelle, qu'on appelle en russe, Upravляемая démocratie.
qu'on pourrait traduire en français par démocratie dirigée ou démocratie plutôt, qu'on a traduit en français par démocratie administrée ou démocratie dirigée, ce qui est une mauvaise traduction, c'est du littéral. En fait, on pourrait le traduire par démocratie gouvernable. C'est-à-dire, il faut que la démocratie permette de prendre des décisions et non pas de stériliser en fait la prise de décision. Et donc, cette remise en ordre de l'État russe va être progressive et elle va commencer par la question, bien sûr, de la Tchétchénie. Après le conflit de 1994-96, la Tchétchénie était devenue une sorte de pays indépendant de facto, étant donné que le pouvoir fédéral s'était complètement retiré du territoire. Et s'étaient développées sur ce territoire des organisations terroristes internationales, notamment les fameux frères musulmans qui n'existent pas. Et ces organisations terroristes ont commencé à avoir un projet expansionniste, c'est-à-dire qu'ils vont concevoir la Tchétchénie comme une base, en fait, comme une tête de pont pour prendre le contrôle de l'intégralité du Caucase du Nord. C'est-à-dire, vous prenez le territoire de Stavropol, enfin vous prenez le haut de la mer Caspienne et le haut de la mer Noire, vous tirez un trait, et puis tout ce qui est en bas, c'est le Caucase du Nord. Ça, c'était leur objectif. Et donc, ils vont commencer par attaquer une république voisine qui s'appelle le Daghestan, qui a comme particularité d'être à majorité musulmane, mais être complètement une mosaïque en fait ethnoculturelle. Au Daghestan, vous avez de recenser 83 langues différentes. Vous avez des chiites et des sunnites. Et chez les sunnites, vous avez des sunnites soufis et des sunnites, je dirais, traditionnels. Et pareil, chez les chiites, vous avez plusieurs confréries. Et vous avez donc des gens qui sont proches des Azeris, qui est le pays à côté. Et puis, vous en avez d'autres. Bref. Et donc, ce qui fait tenir tous ces gens ensemble et ce qui fait qu'ils ne se tapent pas dessus, c'est l'État russe. En fait, c'est le fait que vous avez un pouvoir russe qui pacifie ce territoire en réglant les conflits. Et donc, lorsque les terroristes donc de Tchétchénie viennent au Daghestan, vous allez avoir une partie de la population du Daghestan loyale à Moscou qui va en fait s'organiser pour les repousser. Et Vladimir Poutine va prendre le risque à l'époque, c'est son premier fait d'armes il est nommé Premier ministre depuis moins de 2 semaines. Il se rend là-bas alors que la zone n'est pas sécurisée et que le chef de sa sécurité, qui est le général Zolotov, enfin à l'époque colonel, lui dit votre sécurité elle n'est pas garantie à 100% là. Et donc il y va, et il va faire un discours qui est resté dans les annales, où il dit il est accueilli bien sûr par les élites locales et puis par le commandement des troupes, enfin de la gendarmerie locale, les troupes du ministère de l'Intérieur. Et ils ont préparé un repas avec de la vodka, etc. Et il dit, vous avez la tradition russe des toasts, et il dit, on va faire un toast pour ceux qui sont morts, et donc pour que leur mémoire et leur héroïsme nous inspirent, etc., etc. Et puis il dit, mais ce toast, on ne va pas le boire maintenant, on le boira quand on aura rétabli l'ordre ici. Acte de souveraineté symbolique. La bataille du Daghestan va être gagnée quelques mois plus tard. Et la Russie va déclencher l'opération contre-terroriste en Tchétchénie. Mais
dans la réorganisation de l'État russe, donc il va y avoir cette première chose, c'est on ne recule plus 1 cm² de territoire russe. On n'admettra plus de territoires qui sont des zones hors du contrôle de l'État fédéral. Et donc, on va mettre fin à cette indépendance de facto de la Tchétchénie, qui en plus permet le développement du banditisme, du terrorisme, de tout ce que vous voulez. Deuxième étape, ça va être de rétablir en fait la cohérence de l'État russe entre, je vous ai dit, pouvoir local, pouvoir fédéral. Il y avait une bizarrerie dans l'application de la Constitution de 1993, c'est que les gouverneurs étaient automatiquement sénateurs. Ce qui faisait qu'ils avaient un moyen de pression sur l'État fédéral, parce qu'ils étaient en même temps, ils dépensaient en même temps l'argent de l'État fédéral, et ils votaient les crédits quand ils étaient sénateurs. Et donc, ils avaient des moyens de pression en fait sur le gouvernement fédéral. Et ça, Vladimir Poutine va y mettre fin, il va faire voter une loi. Donc, pareil, deuxième grand discours de juin 2000, où il dit maintenant, l'époque où les gouverneurs étaient sénateurs, c'est terminé. On va imposer que les sénateurs soient désignés, donc un par les gouverneurs, l'autre par l'Assemblée législative locale, mais ça ne peut pas être le gouverneur, ça ne peut pas être le président du Parlement local. Et ça va être vraiment très structurant parce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de remise en ordre de l'État russe, notamment aussi, on va accompagner ça d'une politique qui va être donc de purger le droit des entités fédérées des mesures qui étaient inconstitutionnelles et qui étaient en contradiction avec le droit fédéral. Notamment, par exemple, vous aviez certains gouverneurs qui avaient fait voter des lois créant des zones économiques spéciales dans leur république, qui faisaient qu'on n'y payait pas l'impôt sur les sociétés fédérales. Alors on y met fin à cette époque-là. On va, pareil, le gouvernement central va reprendre le contrôle sur la police. Et ce qui va en découler, c'est que on va aussi commencer à mettre de l'ordre en matière de lutte contre la criminalité, de lutte contre la mafia, ce qu'on appelle en russe les OPG, les groupes criminels organisés. Notamment, on va obliger tout candidat à une fonction donc politique à avoir un casier vierge. On va écarter donc, on va assainir la politique russe du lien qu'il y avait dans certains territoires avec le crime organisé. Par exemple, l'oblast de Samara, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a les usines Lada. Eh bien, là-bas, vous aviez une hybridation en fait entre le bureau du gouverneur, le parlement local et les députés à la Douma, qui étaient à peu près tous choisis par l'équivalent local de Cosa Nostra. Voilà. Et bien ça, avec l'arrivée de Vladimir Poutine, c'est terminé. Donc il va y avoir une sorte de grand nettoyage de la classe politique russe. Et on va aussi commencer à nettoyer le milieu des affaires. Déjà, on va leur dire qu'il faut commencer à payer les impôts. Okay. Voilà. Vous avez cette fameuse rencontre avec les 7 oligarques. Donc vous avez une réunion en juillet 2000 au Kremlin où vous avez Vladimir Poutine et ceux qu'on appelait la mafia des 7 banquiers, la Simi Bankirshina en russe. Et parmi eux, il y avait M. Khodorkovsky. Et il leur dit, bon, maintenant, c'est terminé. On ne veut plus que vous preniez aucune part dans les décisions politiques.
ce qui était le cas auparavant. Vous aviez un homme d'affaires très connu en Russie qui s'appelle Boris Berezovsky, qui était en même temps homme d'affaires, patron donc, de l'une des plus... donc il était patron de la première entreprise de médias russe. En même temps, il était secrétaire général de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire l'organisation multinationale qui avait succédé à l'URSS, et ce qui lui donnait une immunité parlementaire, une immunité diplomatique. Et puis, en même temps, donc, il était le patron de l'une des plus grandes compagnies financières du pays, ce qui lui permettait de toucher aussi sur les contrats de guerre. Voilà, donc, quand les règles ont changé, lui n'a pas été d'accord, il a commencé à envoyer ses médias contre le président Poutine. Eh bien, on a regardé son passé fiscal qui avait plutôt une forme de passif. Et donc, ces entreprises ont été fermées et lui-même a dû s'exiler à Londres où il est mort dans des conditions un peu particulières. Vous aviez donc M. Khodorkovsky, qui est donc ce grand prisonnier de la démocratie, comme on nous l'a décrit dans les médias français. Lui, carrément, dans les années 90, vous aviez le maire... Donc, il était le patron de la deuxième plus grosse entreprise pétrolière russe qui s'appelait Yukos. Et il avait eu cette entreprise justement dans le cadre de la guerre de Tchétchénie. C'est-à-dire qu'il a commencé par créer l'une des premières banques privées russes qui s'appelait la Menatep. Sa banque, en fait, a commencé à faire des prêts à l'État russe pendant la guerre de Tchétchénie. Et quand il leur a dit maintenant il faut rembourser, ils ont dit non, on n'a rien. Tiens, il y a l'entreprise Yukos, là, entreprise d'État pétrolière, elle m'intéresse, pour $1, vous me la donnez, j'efface la dette. Et donc avec cette entreprise, M. Khodorkovsky est devenu multimilliardaire. Et quand donc vous avez eu cette réunion avec Vladimir Poutine, il a dit non, mais nous, on n'est pas contre de payer nos impôts, mais on veut avoir un droit de regard sur la façon dont l'argent est utilisé. Et donc, la réponse ne s'est pas fait attendre. Monsieur Khodorkovsky a eu une visite de la police fiscale et son entreprise a été mise en faillite parce qu'il y avait beaucoup d'arriérés fiscaux qui n'avaient pas été payés. Il faut savoir que M. Khodorkovsky, donc ce grand combattant de la démocratie, c'est ainsi qu'il est. D'ailleurs, il sévit toujours. M. Khodorkovsky, en fait, avait eu un problème avec le maire d'une ville qui s'appelle Neftyogansk. Donc, vous allez dans le Grand Nord russe, en fait, dans la Sibérie en haut à droite. Et le maire de Neftyogansk avait un problème, c'est que Yukos ne paye pas ses impôts au budget municipal. Et le maire de Neftyogansk, au bout d'un moment, il dit, il réquisitionne la police et il dit, on va fermer les installations de Yukos pour non-paiement des impôts. Et puis on va voir ce que ça donne. Et le maire de Neftyogansk a été assassiné devant chez lui en plein jour par le patron de la sécurité du groupe Yukos qui officiellement n'a pas agi sur les ordres de son patron. C'est la défense de Khodorkovsky. Non, c'est une initiative qu'il a prise lui-même. Voilà. Donc voilà, donc ces gens qui étaient mi-businessmen, mi-criminels, mi-aigrefins, ont été mis au pas par le pouvoir russe. Ceux qui ont décidé de payer ce qu'ils devaient et de faire honnêtement un travail honnête et de ne plus faire de politique sont restés en Russie.
Alors, on pourrait les citer, hein. Vous avez les frères Rothenberg, par exemple, vous avez donc le patron de Norilsk Nickel, dont je ne me rappelle plus le nom, Oleg Deripaska, etc. Et puis ceux qui ont décidé qu'ils voulaient que la fête continue, eh bien eux ont été sont soit en exil, soit en prison. Donc deuxième remise en ordre. Troisième remise en ordre, donc ce que j'ai dit, donc la reprise en main par l'État fédéral du territoire russe. Vous avez eu la reprise en main, donc la lutte contre l'hybridation donc de l'économie par la criminalité. Et enfin, ça va être accompagné par une troisième remise en ordre, c'est que justement, pour que les impôts soient recouvrés, en fait, l'idée c'est que les Russes en fait n'étaient pas prêts à avoir de l'impôt proportionnel. Il fallait en fait faire un impôt simple, que tout le monde comprenne et que tout le monde, comme ça, le comprenant, va accepter de payer. Ça va être l'institution de la flat tax à 13%. Mesure qui va être couronnée de succès, étant donné que entre ça, plus la remise en ordre de l'économie, plus la lutte contre la criminalité économique, plus différentes mesures, le pourcentage de PIB fiscalisé en Russie va passer de 15% à 40%. Et Marie Mandras et Madame Cécile Vessier, donc, qui sont des russophobes professionnels, vont vous expliquer que Vladimir Poutine n'a eu juste que de la chance, c'est que les prix du pétrole montent. Alors qu'en 2000-2001, les prix du pétrole sont au plus bas, ils vont commencer à remonter qu'à la fin de l'année 2002. Voilà. Mais la différence est là, est essentiellement là-dedans. Il faut savoir que d'ailleurs, pour les indicateurs économiques et sociaux, Vladimir Poutine va plus que diviser le taux de pauvreté en Russie par 2. C'est-à-dire que quand il arrive, il est à 40% encore. Aujourd'hui, le plus bas qui a été atteint, c'était en 2019 de mémoire, 15%, et là, ça a un peu remonté à 17%. Voilà. Alors, vous avez donc eu cette réorganisation des années 2000 à 2005. Alors, ça va prendre 5 ans à assainir l'économie russe, à reprendre le contrôle sur les entités fédérées. Deuxième étape d'ailleurs de la reprise de contrôle des entités fédérées, c'est 2003, où on va mettre fin à l'élection des gouverneurs, donc au suffrage universel direct. Ils vont être élus par le Parlement local sur proposition du président. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, Marie Mandras, en 2001, avait signé un article universitaire disant que, grosso modo, que Vladimir Poutine pensait qu'il reprendra en main les gouverneurs, mais il n'y arrivera pas parce qu'il est trop faible. Grosso modo. La même disait 3 ans plus tard que Poutine est un dictateur. Regardez, il a mis la main sur les gouverneurs. Voilà. Donc, on va en fait recentraliser l'État russe, le rendre cohérent, remettre la législation fédérale, comme étant la législation, je dirais, qui s'impose aux États fédérés. Ça va s'accompagner aussi d'une modification, je dirais, du système politique russe. Quand Vladimir Poutine arrive, vous avez 8 partis à la Douma de mémoire. Aujourd'hui, on a 3. Cette mise en cohérence en fait, du système politique va être le résultat de changements dans les modes de scrutin électoraux. C'est-à-dire qu'on va passer du scrutin majoritaire, scrutin à l'anglaise, et d'un scrutin... Alors, la moitié des députés étaient élus au scrutin majoritaire sur les circonscriptions. Donc, scrutin à l'anglaise, celui qui a le plus de voix remporte l'élection dans la circo. Et puis, de l'autre côté, vous aviez une partie des députés qui étaient élus au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale.
ça vous donnait des tas de micro-partis dans la Douma qui la rendaient un peu ingouvernable. À partir de 2005, on va mettre de l'ordre là-dedans et on va passer au scrutin proportionnel par liste avec barre à l'entrée de 7%. Et donc, ne va plus rester en fait que 3-4 partis. Le Parti communiste, le Parti Russie unique et le parti donc, de Vladimir Poutine, alors, qui est le résultat d'une fusion entre 2 autres partis préexistants. Je ne vais pas aller dans les détails. Le Parti libéral-démocrate, donc nationaliste de M. Zhirinovsky. Et puis un 4e parti qui s'appelle Russie Juste, qui était le Parti social-démocrate russe, avec l'adjonction de partis nationalistes aussi. C'est une sorte de truc... idéologiquement, c'est un composé chimique un peu bizarre, mais comme les Russes savent en faire. Et donc, vous avez ces 4 partis qui sont les partis actuellement qui composent la Douma, Et puis, les libéraux n'ont jamais réussi à atteindre la barre des 7%. Donc, ils ont été éliminés de la Douma. Donc, voilà pour ce qui est de la réorganisation de l'État russe dans ces années-là. Deuxième réorganisation, donc, c'est celle de 2020. Je fais sur les réorganisations importantes, parce que je pourrais aller dans les détails, mais ce n'est pas le but. 2020, vous avez une réforme constitutionnelle en Russie. L'idée, c'est de préparer l'après-Poutine. Donc, au-delà de la remise en ordre de l'État russe qui a été faite, au-delà de la remise en ordre du système politique qui a été faite, vous avez une 3e réorganisation donc, qui est celle pour assurer la pérennité des réformes qui ont été mises en place. Et en fait, l'idée, c'est on va éviter un Gorbatchev numéro 2 qui emporterait le pays avec lui. Donc, cette réforme de 2020, elle a plusieurs aspects institutionnels, mais les principaux sont ceux-là. La création de sénateurs à vie nommés par le président, il y en a 10 de mémoire. 15. 15 sénateurs à vie nommés par le président. Le Sénat dont les anciens présidents. Le Sénat devient en fait la chambre qui confirme les nominations dans tout l'appareil sécuritaire, sachant que le Sénat, comme tous les Sénats, est plus conservateur qu'une assemblée qui est soumise au vote populaire direct. On va, à l'inverse, donner à l'Assemblée, donc à la Douma, à l'équivalent russe de l'Assemblée nationale, la confirmation du gouvernement, et notamment ça va être le président de l'Assemblée nationale en fait, qui va proposer le Premier ministre au président, qui décide de le prendre ou non, et ensuite eh bien, les ministres ne sont plus nommés par le président, mais ils sont nommés directement par le Premier ministre et approuvés par l'Assemblée. Donc là aussi, on redistribue les pouvoirs exécutifs au niveau du Parlement. Et enfin, dernière chose, on interdit constitutionnellement aux étrangers, aux Russes vivant à l'étranger, donc aux Russes vivant à l'étranger, suivant les fonctions en fait, il faut vivre pour être, par exemple, parlementaire, il faut vivre sur le territoire russe depuis au moins 3 ans. Pour être président, il faut vivre sur le territoire russe de façon ininterrompue depuis au moins 10 ans. Et les binationaux ne peuvent avoir accès à aucune fonction politique, à aucun mandat politique, ni à aucune fonction de direction dans l'administration fédérale. Donc ça, c'est aussi un verrou pour éviter justement la prise de contrôle du pouvoir par un État étranger ou par des personnes qui seraient sous le contrôle d'un État étranger. Donc ça, le 3e paquet, c'est ce qu'on a appelé la souverainisation de l'État russe.
C'est-à-dire que, effectivement, l'État russe ne veut pas qu'il lui arrive ce qui est arrivé chez le voisin ukrainien, c'est-à-dire qu'en Ukraine, vous avez eu 4 ministres dans le gouvernement de M. Poroshenko, donc de mai 2014. Donc vous aviez 4 ministres qui étaient des étrangers, qui avaient été naturalisés le jour même de leur assermentation comme ministre. Alors, une citoyenne américaine, Mme Yaresko, et 3 Lituaniens. Donc, pour éviter ça, on a mis ces mesures donc, de souverainisation de l'élite dans la Constitution russe. Vous avez aussi une norme qui est assez... qui est que les militaires et les gens qui travaillent dans l'appareil sécuritaire ont interdiction de prendre leurs vacances à l'étranger aussi. Voilà. Vous avez eu donc dans cette réorganisation terminale de l'État russe cette question qui est qu'on veut éviter une prise de contrôle après la sortie du pouvoir par Vladimir Poutine, une prise de contrôle de l'État russe par des personnes agissant pour le compte de puissances étrangères. Vous avez enfin, dernière chose, ça a été dans cette réorganisation, le dernier épisode, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, à savoir une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est que on a un programme qui s'appelle Vremya Geroyev, qu'on pourrait traduire en français par c'est l'époque des héros, qui fait que les gens qui sont décorés de l'ordre de héros de la Russie ont priorité dans les places à l'académie d'administration auprès du président de la Russie, en fait l'équivalent de l'ENA, si vous voulez, en Russie, et qu'on commence à les nommer un peu partout dans des postes de ministres dans des régions, de gouverneurs, de directeurs dans des postes de direction dans des administrations fédérales au niveau territorial, histoire d'avoir une nouvelle élite forgée par le combat et dont on est sûr qu'elle sauvegardera les intérêts nationaux, étant donné que quand vous vous êtes pris une balle pour le pays, en général, vous faire travailler pour des intérêts étrangers, c'est un peu plus difficile. Et donc, vous avez donc ce programme-là qui est la dernière pièce en fait de cet édifice, qui est donc le fait que, au niveau de l'armée, mais pas que, au niveau des structures de sécurité, au niveau de l'administration civile, au niveau des gouverneurs, eh bien, on est en train de changer le personnel politique, le personnel de direction, pour le remplacer par des héros venus du front. D'ailleurs, certains étant des handicapés, mais on leur donne des postes assez élevés quand même, pour, entre guillemets, assurer l'avenir de la Russie comme une puissance indépendante et souveraine. Voilà, je vous remercie.